Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Mesdames et Messieurs et chers amis, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de participer à cette réunion avec vous aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez fait allusion à la réforme que j'ai engagée lorsque je suis arrivé à Strasbourg. La base de ce travail de réforme est maintenant conclue. Il y a un nouveau budget, une nouvelle structure de programme qui ont été adoptés et davantage de ressources ont été débloquées pour faire face à nos priorités. Ce sont les objectifs principaux de cette réforme. Une nouvelle structure organisationnelle a été mise en place depuis le début du mois d'octobre et cela illustre ces changements. La réforme du Congrès est également en cours. Vous arrivez à la troisième et dernière partie, puisqu'il s'agit de revoir le règlement et que ce règlement sera adopté l'année prochaine. Je vous remercie donc pour votre réaction rapide. La réforme n'est pas simplement une réflexion intellectuelle à l'aune des changements. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans différents domaines et pas uniquement pour les autorités locales. Il a été dit que la politique commence au niveau local et je trouve que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une crise politique et économique et vous l'êtes en particulier au niveau local. Certains leaders nationaux et hommes politiques ont dû certainement faire des choix bien difficiles concernant les économies. Mais vous êtes ceux qui se retrouvent face aux conséquences quotidiennes des décisions qui sont prises au niveau supérieur. Vous êtes ceux qui doivent faire fonctionner les municipalités, les régions, alors que la demande est plus importante que la ressource. Chers amis, nous sommes dans une période de crise importante. Il y a une véritable brisure au niveau moral et politique en Europe. Winston Churchill a dit « La paix doit se construire sur la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit ». Mais lorsque les lois s'arrêtent, eh bien c'est là que commence la tyrannie et il faut en tenir compte. L'Europe doit passer du nationalisme à l'internationalisme. Des engagements contraignants sont nécessaires pour assurer les droits des individus et ils ont été adoptés et garantis par les États. Il y a 65 ans de cela, après avoir ancré ces principes dans un nombre de conventions historiques et après avoir assuré une reconstruction pacifique de l'Europe, nous nous trouvons face à de nouveaux défis auxquels est confrontée également notre liberté. La crise financière et économique qui touche l'Europe commence à avoir également des conséquences sur la cohésion sociale et sur la confiance qu'ont les populations envers nos institutions démocratiques. Nous sommes donc face à de grands défis. Les citoyens qui sont les plus exposés se retrouvent dans des situations encore plus fragiles au niveau économique. Je pense en particulier aux jeunes et aux personnes âgées, les migrants, les Roms. Laissez-moi à ce sujet parler un peu plus des Roms de façon plus détaillée. La situation des Roms dans un nombre de pays européens est un test qui permet de voir jusqu'à quel point nos sociétés sont civilisées et humaines. Mais c'est un test que nous avons déjà dépassé depuis un certain temps. Si les circonstances économiques actuelles ne changent pas, il va falloir faire attention aux conséquences désastreuses pour la population rom et l'intégration dans nos sociétés en général. C'est pourquoi je cueille favorablement la réaction du Congrès suite à la déclaration de Strasbourg sur les Roms qui a organisé le sommet des maires sur les Roms au mois de septembre cette année. Le sommet a créé une alliance européenne de villes et de régions en faveur de l'inclusion des Roms et d'ores et déjà un groupe de municipalités et de régions se sont déclarées prêtes à construire cette alliance. Il s'agit là d'une étape pratique et efficace qui permet de réunir les représentants élus au niveau local et régional, la société civile, les partenaires institutionnels afin qu'ensemble ils travaillent sur l'inclusion des Roms. Et laissez-moi ajouter cela, c'est ainsi que nous pouvons montrer que nous pouvons faire la différence. Nous sommes capables de faire quelque chose pour 12 millions de personnes qui ont été victimes et qui sont chaque jour des victimes
et qui espèrent vraiment que la situation évolue. C'est à nous de faire quelque chose et je parle là de l'organisation dans son ensemble, avec les partenaires européens et les différents États. Chers amis, la crise financière actuelle est sans précédent de par sa portée. Des mesures radicales ont été prises dans un certain nombre de pays pour équilibrer les budgets publics. Cela est à la fois nécessaire et compréhensible, mais en même temps, les pays courent un risque important, à savoir de miner le modèle européen de cohésion sociale. Il suffit de voir les chiffres affreusement élevés du chômage des jeunes dans la plupart des pays européens pour se rendre compte jusqu'à quel point la situation est préoccupante. Nous devons tenir compte des manifestations des jeunes qui expriment ainsi leur frustration et nous devons en tenir compte au plus haut point. Il est nécessaire de tenir compte de ces différentes expressions de mécontentement. Il préannonce un mélange de nouvelles formes alternatives de pratiques démocratiques. Par exemple, les jeunes sont extrêmement actifs lorsqu'il s'agit de promouvoir de nouvelles formes de démocratie, telles que les réseaux qui ont été largement utilisés dans la protestation des jeunes en Europe et qui l'ont été également dans la diffusion du printemps arabe. Les printemps arabes nous montrent également jusqu'à quel point il y a un besoin de liberté. Il n'y a pas de liberté sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans confiance. Il faut que les gens soient convaincus que leur vie peut changer en mieux. Et cette confiance commence au niveau local. Si les communautés locales sont nécessaires pour la stabilité, elles sont nécessaires pour la stabilité. Et dans la mesure où elles sont nécessaires, vous êtes justement en première ligne, puisque c'est vous qui devez identifier les bonnes solutions afin que vos communautés restent vivantes. Et c'est vous également qui pourront parler de leurs besoins. L'Europe a besoin d'une stratégie politique globale pour protéger la cohésion sociale. Nous devons préserver le modèle de société sur lequel nous avons construit nos sociétés au cours des 60 dernières années, tout en voulant préserver la cohésion sociale à un moment où nous sommes face à des développements économiques. Il s'agit là d'une nécessité politique. La jeunesse, le vieillissement de la population, la solidarité intergénérationnelle, la migration, l'éducation, la lutte contre l'extrémisme et les discours de haine sont des thèmes qui touchent tout le monde dans tous nos États membres. Il faut absolument que nous parlions de nos expériences et de nos idées ensemble, comme vous le faites d'ailleurs vous ici aujourd'hui, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons arriver à une véritable sécurité qui devrait être un objectif pour l'espace que recouvre le Conseil de l'Europe. C'est pourquoi je soutiens également fortement la réaction du Congrès au rapport d'éminentes personnalités, rapport intitulé « Vivre ensemble ». Et je souligne le thème que vous avez choisi au cours de cette session, à savoir vivre ensemble dans la dignité, et le fait que vous ayez décidé de vous concentrer sur de nouvelles formes d'activisme urbain. Mais je voudrais également souligner deux autres points du rapport des éminentes personnalités. Le premier est le suivant. Nos sociétés sont très différentes. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas... c'est que nous n'avons pas été si bons que ça dans la gestion de cette diversité. Le rapport contient des recommandations très spécifiques pour voir comment faire mieux, comment transformer la diversité et faire en sorte que ça devienne une menace potentielle, que ça devienne un véritable bénéfice pour toutes nos sociétés. Personnellement, pour moi, la priorité principale est de traiter, de s'occuper de ce qui a été appelé les sociétés parallèles. Ces sociétés parallèles sont créées dans nos sociétés. Elles ne vivent pas ensemble, malheureusement. Nous avons donc besoin de créer des sociétés dans lesquelles les personnes vont vivre les unes avec les autres. Tout le monde a le droit de garder sa propre identité. C'est un principe de base. Mais cela ne doit pas se faire
aux dépens de ce qui nous permet d'être ensemble, de ce qui cimente nos sociétés, savoir nos valeurs communes qui sont incarnées et protégées par la Convention européenne des droits de l'homme. Il me semble qu'il s'agit là d'un principe de base pour l'Europe, à savoir que toute personne a le droit de garder sa propre identité, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui nous unisse. Et ça, bien entendu, ce sont nos valeurs communes que nous partageons sur ce continent et qui sont consacrées dans la Convention européenne des droits de l'homme. Encore une fois, vous êtes les mieux placés pour faire face à cela au niveau local. L'action politique n'a de sens que si elle nous mène à de véritables résultats qui aient une signification pour les populations. Des résultats que les gens puissent voir, toucher, sentir et dont ils puissent tirer profit. Et le rapport est une première étape, un point de départ pour un débat et par la suite pour l'action. Si cela n'a pas lieu, à ce moment-là, la porte sera ouverte au conflit. Mesdames et messieurs, chers amis, Max Weber, sociologue allemand, posait une question importante, à savoir pourquoi l'Europe? Et la réponse à cette question est là, sous nos yeux, ici, au Congrès du Conseil de l'Europe. L'Europe est une opportunité pour construire une identité commune basée sur la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Cette identité européenne ne se fait pas au détriment de notre identité nationale ou individuelle, bien au contraire. Elle nous donne la force de protéger et promouvoir nos patrimoines culturels nationaux, nos diversités locales, mais également de développer une communauté européenne plus grande. Si l'on regarde le monde aujourd'hui et le monde dans lequel nous avons vécu après la Deuxième Guerre mondiale, nous nous rendons compte qu'il y a eu et qu'il y a encore deux forces de transformation fortes. L'une est économique, la mondialisation économique, c'est clair. Et l'autre force importante, c'est cette recherche de liberté, ce besoin de liberté. Garantir aux gens la liberté de vivre dans la dignité, c'est la meilleure façon d'éviter les conflits entre les groupes ethniques, les nations et les religions. Et ce besoin de liberté est bien présent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il perdure. C'est ce qui a mené à la chute du mur de Berlin. La recherche de la liberté, le besoin de liberté. Et c'est ce qui se passe maintenant dans le monde arabe et ça va continuer. On va encore y assister tant qu'il y aura des personnes dans ce monde qui n'ont pas droit à la liberté, à la démocratie et de vivre dans un pays qui respecte l'état de droit. La liberté, cependant, est un cadeau exigeant, que ce soit dans des démocraties anciennes ou nouvelles. Mais ce cadeau n'est véritable que si l'État s'engage par rapport à des droits et libertés contraignants. Et nous, en tant que citoyens, nous devons accepter de prendre les responsabilités qui accompagnent ces droits. Dans l'Afrique du Nord, il y a des gens qui sont en train de lutter pour la liberté, alors que nous sommes ici en train de parler en Europe. Nous avons lutté pour cela et pour maintenir la liberté que nous avons gagnée. Nous avons fait ça pendant les 65 dernières années. Le modèle que nous connaissons devra continuer à se baser sur la liberté, sur la dignité qu'apporte la liberté. Cela permet d'enrichir l'avenir de l'Europe. La liberté n'est finalement qu'une occasion de s'améliorer. C'est ce qu'écrivait Albert Camus. Nous sommes à un moment, un tournant. À nous de travailler ensemble pour que ce changement améliore notre liberté. Merci pour votre attention et je suis bien entendu disponible pour répondre aux éventuelles questions que vous auriez à me poser.